Certaines rencontres ne changent pas ta journée, elles changent ta destinée. Il existe une idée troublante, presque dérangeante, qui traverse les cultures, les époques et même les récits les plus intimes de nos vies. Nous ne rencontrons réellement que 3 types de personnes. 3 rencontres majeures, 3 visages, 3 chocs. Et après la 3e, plus rien n'est jamais vraiment comme avant. Cette théorie, murmurée comme une vérité interdite, raconte que chaque être humain est façonné par 3 rencontres clés, ni plus ni moins. Certaines arrivent comme une bénédiction, d'autres comme une tempête. Certaines nous élèvent, d'autres nous brisent pour mieux nous reconstruire. Et le plus troublant, c'est que personne ne peut les éviter. Dans ce récit, nous allons plonger là où la psychologie rencontre le mystère, où la spiritualité croise l'expérience humaine et où les coïncidences deviennent trop précises pour être ignorées. Tu découvriras pourquoi certaines personnes entrent dans ta vie au moment exact où tu étais sur le point de basculer, pourquoi certaines disparitions font plus mal que des morts, et pourquoi une seule rencontre peut parfois résumer toute une existence. Si tu as déjà eu le sentiment qu'une personne était arrivée trop parfaitement, trop violemment ou trop tard dans ta vie, alors ce que tu vas entendre pourrait profondément te troubler. Prends quelques secondes maintenant. Si ces sujets qui touchent à la vérité cachée de l'existence, au mystère humain et aux lois invisibles de la vie te parlent, abonne-toi, aime cette vidéo et active la cloche. Certaines vérités ne se répètent pas, et la prochaine pourrait te concerner directement. Car ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est pas une simple théorie, c'est un miroir. Et parfois, le miroir répond. Il y a une chose que personne ne t'explique jamais clairement dans la vie. La première rencontre n'est jamais douce. Elle n'est pas là pour te rassurer. Elle n'est pas là pour t'aimer. Elle n'est même pas là pour rester. Elle est là pour te fissurer. La théorie des 3 rencontres commence toujours par cette vérité brutale. Avant de te construire, la vie doit d'abord te secouer. Et elle le fait à travers une personne bien précise. Une personne qui entre dans ton existence sans prévenir, souvent trop tôt, parfois trop fort, presque toujours au mauvais moment. Cette rencontre n'est pas choisie par le hasard. Elle est programmée par quelque chose de plus ancien que ta naissance, ton parcours. La première rencontre n'arrive jamais quand tu es prêt. Elle arrive quand tu crois encore savoir qui tu es. Tu peux avoir une vie tranquille, des certitudes, des routines, une identité à peu près stable. Tu crois comprendre le monde, tu crois te comprendre toi-même. Et puis un jour, quelqu'un apparaît. Parfois c'est un ami, parfois un amour, parfois un rival, parfois un mentor, parfois même un ennemi. Mais dans tous les cas, cette personne fait quelque chose de précis. Elle remet tout en question. Elle te regarde différemment. Elle te parle d'une manière que tu n'avais jamais entendue. Elle voit en toi quelque chose que tu ignorais ou que tu refusais de voir. Et très vite, tu te sens mal à l'aise. Pourquoi? Parce que la première rencontre agit comme un révélateur. Elle expose tes failles, tes manques, tes illusions. Elle te montre que l'image que tu avais de toi-même était incomplète. C'est pour cela que beaucoup de gens décrivent cette rencontre comme intense, confuse, bouleversante, parfois toxique, parfois magique, mais toujours marquante. Tu peux passer des années sans y penser, mais elle reste gravée. La première rencontre fait mal parce qu'elle brise un mensonge. Avant elle, tu vis dans une version confortable de toi-même. Même si ta vie n'est pas parfaite, tu t'es adapté. Tu t'es raconté une histoire pour survivre. La première rencontre arrive pour te dire « cette version de toi n'est pas suffisante ». Et cette phrase, même silencieuse, est violente. C'est souvent à ce moment que tu te sens inférieur, tu te compares, tu doutes, tu ressens de la jalousie ou de l'admiration excessive, tu veux impressionner ou te prouver quelque chose. Cette personne devient un miroir déformant. Elle te montre ce que tu pourrais être, ou ce que tu n'es pas encore capable d'assumer. Dans certaines traditions spirituelles, cette rencontre est appelée le briseur d'ego. Pas parce qu'elle te détruit, mais parce qu'elle détruit l'illusion que tu avais sur toi-même. Beaucoup de gens se demandent, est-ce que j'ai déjà vécu cette première rencontre? La réponse est presque toujours oui, mais tu peux la reconnaître à certains signes très précis. 1. Tu t'en souviens encore avec une émotion forte. Même après des années, ton corps réagit quand tu y penses. Colère, nostalgie, frustration,
gratitude, regret. 2. Elle t'a poussé à changer, même contre ton gré. Après cette rencontre, quelque chose a bougé. Tu as changé de comportement, tu as modifié tes choix, tu as perdu une innocence, tu as gagné une lucidité. 3. La relation n'a pas duré ou n'a jamais été saine. La première rencontre ne reste presque jamais, et si elle reste, elle change radicalement de forme. Parce que son rôle n'est pas de t'accompagner, son rôle est de t'initier. La théorie des 3 rencontres explique un phénomène étrange. Pourquoi certaines personnes laissent une trace indélébile, alors que d'autres passent sans impact? La réponse est simple et terrifiante à la fois. Toutes les personnes ne sont pas là pour t'aimer. Certaines sont là pour t'éveiller. La première rencontre agit comme une clé. Elle ouvre une porte intérieure que tu ignorais. Et une fois cette porte ouverte, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est pour cela que cette rencontre est souvent associée à une perte, une rupture, une humiliation, une trahison, une prise de conscience douloureuse. Mais sans elle, tu resterais figé dans une version incomplète de toi-même. Il existe une vérité que peu de gens acceptent. La souffrance est souvent le langage de l'éveil. La première rencontre utilise la douleur comme un message. Elle t'apprend que tu n'es pas invincible, que tu n'as pas toutes les réponses, que tu dois évoluer ou rester bloqué. C'est à ce moment précis que 2 chemins apparaissent. Chemin 1, la résistance. Tu rejettes la leçon, tu blâmes l'autre, tu te refermes, tu deviens amer. Chemin 2, l'intégration. Tu souffres, mais tu comprends, tu observes, tu grandis, tu changes. La première rencontre ne décide pas pour toi, elle te propose un seuil. Sans la première rencontre, les 2 suivantes seraient inutiles. Pourquoi? Parce que tu dois d'abord perdre tes illusions, ressentir le manque contre ta fragilité. La première rencontre te vide, la deuxième te transforme, la troisième te révèle. Mais rien de cela n'est possible sans cette première fissure. Beaucoup de gens font la même erreur. Ils pensent que cette rencontre était une erreur. Ils disent « si je ne l'avais jamais rencontrée, cette personne a détruit ma vie. C'était une perte de temps. » Mais la vérité est plus subtile. Cette rencontre n'a pas détruit ta vie. Elle a détruit la version de toi qui ne pouvait pas aller plus loin. Et c'est pour cela qu'elle fait peur. Voici la partie la plus troublante de la théorie. Si cette personne n'était pas venue sous cette forme, elle serait venue sous une autre. Parce que la leçon devait être transmise. Parce que ton évolution ne pouvait pas être évitée. Tu n'as pas raté cette rencontre. Tu l'as vécue exactement comme tu devais la vivre. Même quand cette personne disparaît, tu penses encore à ce qu'elle t'a dit, tu te souviens d'un regard, d'une phrase, d'un moment précis. Cette trace devient une boussole intérieure. Elle influence tes choix futurs, tes relations, ta manière d'aimer, ta manière de te protéger. La première rencontre ne t'abandonne jamais complètement. Elle devient silencieuse mais active. À ce stade, une question commence à naître en toi. Si cette première rencontre n'était qu'un réveil, alors à quoi servent les suivantes? C'est là que la théorie devient encore plus troublante. Car après t'avoir brisé, la vie ne te laisse pas vide très longtemps. Elle envoie la deuxième rencontre. Et celle-là ne vient pas pour te réveiller, elle vient pour te transformer. Mais attention, beaucoup de gens confondent la deuxième avec la troisième. Et cette confusion coûte parfois une vie entière. Il existe une vérité que presque personne n'ose admettre. La rencontre la plus intense de ta vie n'est pas celle qui te rend heureux, c'est celle qui te transforme. Après la première rencontre, tu n'es plus innocent, tu n'es plus naïf, tu n'es plus endormi. Tu avances désormais avec une blessure ouverte, même si tu ne la montres pas. Et c'est précisément à ce moment-là, jamais avant, jamais après, que la deuxième rencontre apparaît. Elle arrive quand tu crois avoir compris la leçon, quand tu penses être prêt, quand tu te dis « cette fois, ce sera différent ». Mais la deuxième rencontre n'est pas là pour être douce, elle est là pour être totale. Contrairement à la première, la deuxième rencontre ne te déstabilise pas lentement, elle t'envahit. C'est une relation qui prend toute la place. Dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps, dans ton quotidien. Tu penses à cette personne en te réveillant. Tu penses à elle avant de dormir. Elle devient une référence, un repère, parfois même une obsession. Tu penses à elle avant de dormir. Elle devient une référence, un repère, parfois même une obsession.
Ce qui rend cette rencontre si troublante, c'est qu'elle te donne l'impression d'être vivant comme jamais auparavant. Tu ressens une intensité émotionnelle extrême, une connexion profonde, une attraction difficile à expliquer, une sensation de reconnaissance, parfois même l'impression de se connaître depuis toujours. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent avoir rencontré la bonne personne, ils pensent avoir trouvé l'âme sœur, ils pensent que c'est enfin l'aboutissement. Mais en réalité, c'est le début de l'épreuve la plus difficile. La deuxième rencontre n'est jamais tiède. Elle est toujours passionnée, chaotique, instable, intense, déroutante. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas flatter ton ego. Elle vient le brûler. Après la première rencontre, tu sais que tu as des failles. La deuxième arrive pour t'obliger à les affronter. Cette personne appuie exactement là où ça fait mal. Ta peur de l'abandon, ton besoin de reconnaissance, ton manque de confiance, tes blessures d'enfance, tes schémas répétitifs. Et le plus troublant, c'est que ce n'est pas volontaire. La deuxième rencontre agit comme un déclencheur inconscient. Elle réveille tout ce que tu n'as jamais guéri. L'un des pièges les plus dangereux de la deuxième rencontre, c'est cette sensation étrange. Sans cette personne, je ne suis rien. Tu commences à te définir à travers elle. Ton humeur dépend de sa présence, ta valeur dépend de son regard, ton équilibre dépend de son attention. Et même si une partie de toi sent que quelque chose ne va pas, tu restes. Pourquoi? Parce que la deuxième rencontre te donne une illusion puissante, l'illusion que l'autre te complète. Mais cette illusion cache une vérité plus sombre. Elle révèle ce que tu attends encore de l'extérieur, au lieu de le construire à l'intérieur. Beaucoup de gens confondent la deuxième rencontre avec l'amour absolu. Mais la théorie des 3 rencontres dit autre chose. C'est pas de l'amour, c'est un miroir intensifié. Cette personne reflète ce que tu refuses de voir, ce que tu n'as jamais osé affronter, ce que tu attends des autres, ce que tu fuis en toi. C'est pour cela que cette relation est souvent instable, jalouse, émotionnellement épuisante, marquée par des séparations et des retours pleins de promesses non tenues. Tu t'accroches, car tu crois que si tu lâches, tu perds une partie de toi. La douleur de la deuxième rencontre est différente de la première. La première t'a réveillé, la deuxième te déchire. Elle te force à regarder en face, ta dépendance affective, ton besoin d'être choisi, ta peur d'être seul, ton incapacité à poser des limites. Et chaque tentative de fuite te ramène au même point. Parce que cette rencontre n'est pas là pour durer. Elle est là pour te transformer par l'épreuve. Voici comment la reconnaître sans te mentir. Tu sais que la relation te fait souffrir, mais tu restes. Tu excuses des comportements que tu n'acceptais pas avant. Tu te perds progressivement. Tu as l'impression de lutter constamment. Tu espères toujours que ça va changer. Et parfois, le signe le plus clair, tu n'es plus la même personne qu'avant et tu ne sais plus si c'est en bien. La deuxième rencontre se termine presque toujours par un effondrement. Rupture brutale, trahison, abandon, épuisement émotionnel, silence, soudain. Ce moment est vécu comme une fin du monde. Mais selon la théorie, c'est un passage obligé. Pourquoi? Parce que tant que cette relation existe, tu n'es pas obligé de te rencontrer toi-même. La douleur devient alors un outil, un feu. Et ce feu ne détruit pas ce qui est vrai, il détruit ce qui était faux. Une fois la tempête passée, une compréhension commence à émerger. Tu réalises que l'autre n'était pas ton sauveur, l'autre n'était pas ta moitié, l'autre n'était pas la fin. Cette personne était un catalyseur. Elle t'a montré ce que tu dois guérir, ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptais par peur, ce que tu mérites réellement. C'est ici que la transformation commence. Certaines personnes ne dépassent jamais la deuxième rencontre. Elles répètent le même schéma, même relation, même douleur, mêmes espoirs déçus. Pourquoi? Parce que quitter la deuxième rencontre demande une chose extrêmement difficile. Reprendre la responsabilité de soi-même. Et beaucoup préfèrent souffrir à deux, plutôt que guérir seul. Si tu traverses réellement la deuxième rencontre, quelque chose change en toi. Tu deviens plus lucide, plus ancré, plus exigeant, plus calme, plus authentique. Tu n'attends plus qu'on te sauve, tu n'attends plus qu'on te complète. Et c'est précisément à ce moment-là, jamais avant, que la troisième rencontre peut apparaître. La troisième rencontre ne vient pas dans le chaos, elle vient dans le silence. Elle ne brûle pas,
Elle est claire. Mais elle ne se manifeste qu'à une condition, que tu aies survécu à la deuxième sans t'y perdre. Il y a un silence particulier qui précède la troisième rencontre. Un silence que seuls ceux qui ont survécu au chaos connaissent. Après la deuxième rencontre, tu n'es plus pressé, tu n'es plus dans la quête, tu n'es plus dans l'attente fébrile. Quelque chose en toi s'est calmé, mais pas éteint. C'est un calme lucide, presque grave. Et c'est précisément dans cet espace intérieur que la troisième rencontre peut enfin exister. Car cette rencontre ne supporte ni le manque, ni la peur, ni la dépendance. Elle n'apparaît que lorsque tu ne la cherches plus. La troisième rencontre est rare pour une raison simple. Peu de gens sont prêts à la vivre. La majorité reste enfermée dans la première ou la deuxième. Certains passent leur vie à répéter les mêmes schémas, persuadés que l'intensité est une preuve d'amour. Mais la troisième rencontre n'est pas intense. Elle est juste. Elle ne provoque pas de montagnes russes émotionnelles. Elle ne déclenche pas de peur. Elle ne t'obsède pas. Et c'est précisément ce qui la rend déroutante. Beaucoup la ratent parce qu'ils la confondent avec l'ennui. Ils disent « je ne ressens pas le feu, il manque quelque chose ». Ce n'est pas aussi fort qu'avant. Sans comprendre que ce manque est en réalité l'absence de chaos. La troisième rencontre ne te coupe pas le souffle. Elle te permet de respirer. Dès le début, tu ressens quelque chose de différent. Une paix inhabituelle, une clarté émotionnelle, un respect mutuel immédiat, une communication fluide, une absence de jeu. Il n'y a pas de lutte, pas de doute constant, pas de peur d'être abandonné. Et c'est souvent là que naît la méfiance. Pourquoi est-ce si simple? Parce que pour la première fois, tu n'es plus en train de combler un vide. Voici la vérité centrale de la troisième rencontre. Elle ne te complète pas, elle te rejoint. Tu arrives déjà entier, l'autre arrive déjà entier. Il n'y a pas de sauveur, pas de dépendance, pas de rôle à jouer. Chacun est responsable de son équilibre. C'est une relation où tu peux être silencieux sans gêne, tu peux être toi-même sans peur, tu peux poser des limites sans culpabilité, tu peux aimer sans t'oublier. Et ce calme, paradoxalement, est beaucoup plus profond que la passion destructrice. Beaucoup de gens rencontrent la troisième rencontre après une période de solitude choisie. Une solitude où tu as appris à être seul sans te sentir vide. Tu as reconstruit ton identité, tu as guéri certaines blessures, tu as cessé de chercher validation et reconnaissance. Cette solitude n'était pas une punition, c'était une préparation. Car la troisième rencontre ne peut pas exister dans le besoin. Elle existe dans la complétude intérieure. Voici comment la reconnaître sans te tromper. Tu ne ressens pas d'urgence. Tu ne perds pas ton identité. Tu te sens respecté sans avoir à le demander. La relation t'apporte de la stabilité. Tu ne vis pas dans la peur de perdre l'autre. Il n'y a pas de manipulation émotionnelle. Tu grandis sans souffrir. Et surtout, tu ne te demandes pas constamment si tu es assez. Étrangement, la troisième rencontre peut effrayer plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'elle te prive d'excuses. Quand tout est calme, quand tout est sain, tu ne peux plus dire « c'est à cause de l'autre, je n'avais pas le choix ». Je souffre donc j'aime. La troisième rencontre te met face à une vérité dérangeante. Tu es désormais responsable de ton bonheur. Et pour certains, cette responsabilité est plus lourde que la douleur. Beaucoup de gens sabotent la troisième rencontre. Ils créent du conflit là où il n'y en a pas. Ils provoquent des drames. Ils testent l'autre inutilement. Pourquoi? Parce que leur système émotionnel a été conditionné par la souffrance. Ils associent l'amour à l'instabilité. La troisième rencontre leur semble fade, alors qu'elle est simplement saine. Elle t'enseigne une vérité que peu de gens acceptent. L'amour réel n'est pas un manque, c'est un partage. Il ne te sauve pas, il ne te détruit pas, il ne te transforme pas violemment, il t'accompagne. C'est un amour qui respecte le rythme, honore les limites, valorise la vérité, favorise la croissance mutuelle. Non. Et c'est là la partie la plus triste de la théorie. Certaines personnes meurent émotionnellement bloquées à la deuxième. D'autres se convainquent que la passion toxique est normale. D'autres encore se ferment totalement. La troisième rencontre n'est pas garantie, elle est méritée par le travail intérieur. Si tu vis ou as vécu la troisième rencontre, tu le sais, il n'y a pas de doute, pas de confusion, pas de peur constante.
Mais il reste une dernière vérité que peu de récits osent aborder. Car la théorie des 3 rencontres ne s'arrête pas à l'amour. Elle parle aussi de ce qui vient après. Et ce qui vient après est encore plus mystérieux. La plupart des gens pensent que la 3e rencontre est la fin de l'histoire. Mais selon certaines traditions anciennes, psychologiques et spirituelles, elle n'est que le seuil final. Car après la 3e rencontre, il ne reste plus qu'une chose à affronter. Toi-même, sans masque, sans rôle, sans illusion. Il arrive un moment, après la 3e rencontre, où une question surgit. Une question silencieuse, presque inconfortable. Si tout cela était vrai, alors qui orchestre ces rencontres? Car plus tu observes cette théorie, plus un détail devient impossible à ignorer. Les 3 rencontres ne semblent pas aléatoires. Elles arrivent dans un ordre précis. Elles remplissent des fonctions distinctes. Et surtout, elles apparaissent quand tu es prêt, jamais quand tu le veux. C'est ici que la théorie quitte le domaine des relations humaines pour toucher quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancien. Quelque chose que les civilisations connaissaient déjà sous d'autres noms. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la théorie des 3 rencontres n'est pas née sur les réseaux sociaux ou dans les livres modernes de développement personnel. On en retrouve des traces dans la philosophie grecque, les textes bouddhistes, la mystique soufie, la psychologie jungienne, les traditions chamaniques, certaines interprétations bibliques et kabbalistiques. Sous des formes différentes, le message est le même. L'être humain évolue par étapes relationnelles. Dans la Grèce antique, on parlait de l'initiateur, celui qui brise l'illusion, l'épreuve, celle qui consume l'ego, l'allié, celui qui marche à côté, pas devant. Dans le bouddhisme, on retrouve l'attachement, la souffrance, la libération. Carl Jung, lui, parlait de l'ombre, l'anima, l'animus, le soi. Des noms différents, une même structure. Le chiffre 3 n'est pas anodin. Le cerveau humain fonctionne naturellement par cycle ternaire. Naissance, vie, mort, passé, présent, futur corps, esprit, conscience. Même les récits les plus puissants suivent cette structure. Situation initiale, crise, résolution. La théorie des 3 rencontres s'inscrit dans cette architecture profonde de la psyché humaine. Elle ne te parle pas seulement d'amour, elle te parle de construction identitaire. Voici la vérité centrale que beaucoup refusent d'entendre. Les 3 rencontres ne sont pas là pour te rendre heureux. Elles sont là pour te rendre conscient. Le bonheur n'est qu'un possible effet secondaire. La première rencontre te montre que tu ne te connais pas. La deuxième te montre que tu ne t'aimes pas encore correctement. La troisième te montre que tu peux aimer sans te perdre. Mais aucune ne garantit une fin parfaite. Beaucoup se posent cette question avec inquiétude. La réponse est simple, mais dérangeante. Tu n'as rien raté. Les rencontres n'arrivent pas selon l'âge, le statut social ou la volonté. Elles arrivent selon ton niveau de conscience intérieure. Certaines personnes vivent la première à 15 ans, d'autres à 40. Certaines vivent la deuxième plusieurs fois sous des visages différents. D'autres ne dépassent jamais la première. Le temps n'est pas le facteur clé. La lucidité, oui, mais à un prix. Quand tu refuses une rencontre, la leçon revient sous une autre forme, avec une autre personne, souvent plus intense. C'est pour cela que certaines personnes répètent toujours les mêmes relations. Ce n'est pas de la malchance, c'est une leçon non intégrée. La théorie des 3 rencontres détruit un mythe profondément ancré. Quelqu'un viendra me sauver. Aucune rencontre ne te sauve, elle te montre. Et plus tu attends d'être sauvé, plus tu risques de rester bloqué dans la deuxième rencontre toute ta vie. Voici la partie la plus méconnue et la plus importante. Après la 3e rencontre, certaines personnes vivent une relation durable, une stabilité émotionnelle, une paix intérieure. Mais d'autres vivent autre chose, une rencontre avec eux-mêmes. Car une fois que tu n'attends plus rien de l'extérieur, la vraie question apparaît. Qui suis-je maintenant que je n'ai plus besoin de me prouver? C'est là commence le véritable chemin, parce qu'elle enlève les excuses, parce qu'elle enlève les illusions, parce qu'elle te rend responsable. Elle te dit ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le destin aveugle, c'est un processus. Et ce processus demande du courage. La théorie des 3 rencontres n'est pas une prison, c'est une carte. Elle te permet de comprendre pourquoi certaines relations ont existé, de ne plus diaboliser ton passé,
de reconnaître où tu en es, de ne plus confondre intensité et amour. Elle ne te dit pas quoi faire, elle t'aide à voir clair. Voici la dernière vérité, celle que peu de vidéos osent formuler. Les 3 rencontres ne parlent pas des autres, elles parlent de toi. Les autres ne sont que des messagers. Et quand le message est compris, le messager peut partir, sans haine, sans regret, sans attachement. Peut-être qu'en écoutant ce récit, un visage t'est venu à l'esprit. Peut-être plusieurs. Peut-être que tu as compris quelque chose que tu ressentais sans pouvoir le nommer. Si c'est le cas, alors cette vidéo n'était pas un hasard. Si tu es encore là, jusqu'à ces dernières secondes, alors merci. Merci sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter ce récit jusqu'au bout, de l'avoir laissé résonner en toi, et peut-être même de t'avoir confronté à certains souvenirs, certaines blessures, certaines vérités silencieuses. La théorie des 3 rencontres n'est pas là pour juger ton passé, ni pour te dire ce que tu aurais dû faire. Elle est là pour donner du sens. Du sens aux personnes qui sont entrées dans ta vie sans prévenir. Du sens aux douleurs que tu n'as jamais vraiment comprises. Du sens aux départs qui t'ont brisé, mais aussi construit. Si ce récit t'a parlé, touché, troublé ou éclairé, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Cela permet à ce type de contenu humain, profond et sincère de continuer d'exister et peut-être d'atteindre quelqu'un qui en a besoin. Exactement maintenant. Merci pour ta présence, ton écoute et ton ouverture d'esprit. Parfois, comprendre est déjà une forme de guérison.